Oui, c'est vrai. OK, bonjour et bienvenue tout le monde au cycle de présentation Dîner au goût de science. Il va s'agir d'une série de conférences données par les chercheurs du Centre de recherche de vulgarisation scientifique. Moi, c'est le premier à présenter. Moi, je m'appelle Santiago Costantino, je suis un physicien. Je suis professeur au département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal et chercheur et chef de l'axe de recherche en santé de la vision. Donc aujourd'hui, durant les prochaines 20 minutes, on va essayer de comprendre comment est-ce que l'œil voit. Et je veux donner pour acquis que nous savons tous que l'œil est à peu près une structure sphérique avec une fenêtre transparente qui s'appelle la cornée, un trou pour laisser passer la lumière et focaliser une image dans le fond de l'œil, dans la rétine. Mais nous ne sommes pas les premiers à se poser la question de comment est-ce que l'œil fonctionne. Déjà, là, il y a des écrans qui marchent pas tous. Déjà, dans la Grèce antique, Platon et Aristote ont essayé des théories pour expliquer ce phénomène. Ils pensaient qu'il y avait une espèce de feu primordial qui sortait des yeux pour aller toucher les objets et quelque chose retournait aux yeux pour s'imprimer dans le cristallin. Et à partir du cristallin, l'information voyageait au cerveau. Évidemment, c'est une théorie avec plusieurs problèmes. Ça explique pas pourquoi on voit pas la nuit, pourquoi est-ce que le soleil est si aveuglante, mais c'est un peu le style de la philosophie grecque où c'est plus important d'avoir une belle théorie avec une certaine logique interne que le lien avec la réalité. Mais déjà, on a une idée de comment ça fonctionne. Aussi, les médecins de la Grèce antique ont essayé des réponses et ils ont laissé des anatomies du système visuel qui sont assez corrects. Donc, même si on regarde les manuscrits du Moyen-Âge ou le papier du monde arabe, on voit une anatomie qui est assez précise. On voit les yeux, on voit le cristallin un peu plus large que d'habitude, mais on voit la connexion au cerveau. Et peut-être la taille trompée du cristallin est due au fait qu'il y avait des dissections d'animaux plus que de vraies dissections des corps humains. Et aussi le rôle exagéré du cristallin dans le système visuel, dans cette pensée. Il faut aller quelques ans après pour Euclide, qui c'est l'inventeur de la géométrie et de la mathématique, pour avoir la première approche, pour avoir une description quantitative du phénomène de la vision. L'optique et la vision étaient à peu près la même chose dans le moment. Et c'est lui la première personne qui, avec la géométrie, a essayé d'expliquer comment est-ce qu'on voit. Et il a, par exemple, expliqué avec la géométrie pourquoi un objet qui est proche de nous, on le voit plus grand, et quand il s'éloigne, on le voit plus petit, puis on perd des détails. Et on a fait ça qu'avec la géométrie, suivant cette idée qu'il y avait quelque chose qui se propage en ligne droite et qui sort des yeux pour aller jusqu'aux objets. À peu près 2500 après, il y a Johannes Kepler, la même personne qui a découvert l'orbite elliptique des planètes autour du Soleil. C'est la première fois qu'une personne a découvert ou démontré comment est-ce que le rayon de lumière se propage dans l'œil et que l'image se fait à la rétine, au fond des yeux et pas au cristallin. Et peu après, René Descartes, c'est la première personne qui a essayé de faire le calcul de qu'est-ce qui se passe quand on interpose un objet en verre devant nos yeux, et c'est lui qui a pu expliquer comment les lunettes marchent. Les lunettes existaient déjà, mais c'était un objet plutôt artisanal, fait un peu croche. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais avec ce calcul, on pouvait faire des recettes appropriées pour chaque problème. Et donc, peu importe quelle des théories on suit, on comprend ou on imagine aujourd'hui que nous avons deux espèces de caméras connectées au cerveau, où un peu de mathématiques se fait, et c'est ça comme on perçoit aujourd'hui les systèmes visuels. Et l'analogie n'est pas mauvaise. Disons, effectivement, la comparaison entre une caméra et un œil, c'est assez raisonnable. Il y a un objet à l'extérieur qui propage une image anciennement dans un film ou aujourd'hui dans le capteur CCD de votre téléphone. L'image est inversée. La même chose arrive dans l'œil. Donc, il y a un objet à l'extérieur, il y a une image qui se propage, qui est projetée par la cornée dans le fond de l'œil, inversée, et ça va être au cerveau de comprendre qu'est-ce qui est bas dans la rétine
et haut dans le monde extérieur. Mais ça, c'est le moindre des challenges que le cerveau va avoir pour pouvoir interpréter les images des yeux. Donc, quand tout marche comme il faut, il y a un objet à l'extérieur, il y a une image qui se propage et qui doit se former exactement à la rétine. Des fois, il y a des maladies, des fois, cette image se forme devant la rétine et l'image qu'on obtient est floue dans la rétine. Ça s'appelle la myopie. D'autre part, des fois, l'image peut se faire derrière la rétine et encore une fois, nous avons une image qui est floue et qu'on peut se corriger avec des lunettes de correction standard. Donc, la cornée donc, est assez importante dans le système visuel. D'abord, c'est le seul tissu transparent de votre corps. Et comprendre pourquoi c'est transparent, c'est quelque chose assez récent. C'est à peu près une trentaine d'années qu'on comprend ça. Et il faut aller à l'échelle microscopique pour voir que à l'intérieur de la cornée, il y a du liquide, mais il y a des fibres d'une molécule qui s'appelle le collagène. Et ces fibres minuscules sont ordonnées d'une façon très précise et régulière. Et la distance d'une fibre à l'autre est clé pour la transparence. En fait, quand la lumière se propage à travers un moyen, s'il y a des obstacles qui sont ordonnés et séparés d'une distance plus petite que la longueur d'onde, la lumière voit ça comme quelque chose de transparent et aucun problème à se propager. Par contre, quand la longueur d'onde est comparable à la distance entre ces fibres, là, le matériel devient dispersif et plus transparent. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir la lumière ultraviolet. Notre rétine est absolument capable de détecter la lumière ultraviolet, mais c'est la cornée qui n'est pas transparente, justement pour la distance entre les fibres de collagène. Un autre phénomène assez intéressant de la cornée, c'est que durant la croissance, l'œil change sa taille et il faut absolument que l'image soit à la bonne place tout le temps. Donc, durant tout ce temps-là, la forme de la cornée doit s'adapter pour que l'image soit toujours au focus et on puisse voir comme il faut. Donc, ça porte à penser que nous devrions avoir une super lentille, une caméra très chère dans notre œil. Et ce que je veux essayer de vous comprendre, c'est que le cas, c'est le contraire. Nous avons plutôt une caméra assez cheap, même Dollarama style. Et le travail, c'est le travail du cerveau, faire une image comme il faut. C'est pas une question d'optique spectaculaire dans l'œil. Pour comprendre ça, comme physiciens, nous pouvons calculer comment est-ce que c'est l'image d'un objet quelconque projetée dans la rétine. Et ce que vous voyez dans l'écran, c'est en fait exactement ça. Même quand vous voyez un objet très net, l'image qui est projetée sur la rétine est de cette qualité-là. Et ça devient beaucoup plus pire quand on a un défaut de la lumière qui nous oblige à porter des lunettes. Donc, la netteté des images que vous voyez, c'est le travail du cerveau. Le cerveau fait une espèce de pari, devine c'est quoi la scène à partir d'informations qui n'est pas bonne. Si on rajoute à cette aberration que je vous ai montrée les défauts qui proviennent des différentes couleurs qui projettent l'image, on a encore un travail plus compliqué pour le cerveau pour faire une scène qui fait du sens pour nous. Donc, la couche derrière l'œil, c'est là où l'image va être captée et traitée en principe. Et c'est un organe, une partie de l'œil assez complexe, en plusieurs couches, chacune spécialisée. Il y a des cellules qui détectent la lumière et il y a d'autres cellules qui envoient l'information vers le cerveau. Mais le système est assez analogue à un ancien film où on projette une image sur un film. Il y a une réaction chimique qui se produit, qui est proportionnelle à la quantité de lumière qui arrive. Aujourd'hui, dans une caméra de téléphone, vous avez quelque chose qui se ressemble. Vous avez des petits pixels qui sont capables de détecter la lumière et donner un courant électrique proportionnel à la quantité de lumière, chacun spécialisé pour son couleur. Donc, l'écran lit le courant produit par chaque pixel et comme ça, il vous montre dans l'écran l'image de l'objet qui a été projeté. Ce qui est assez étrange, c'est que dans notre rétine, au lieu d'avoir ces capteurs distribués d'une façon homogène dans l'espace, nous avons une très grande concentration au centre de l'image, mais en périphérie, il y en a peu de récepteurs.
Et ça devrait vous surprendre parce que, par exemple, quand on regarde la page dans le livre, on a l'idée qu'on voit tout parfaitement. Par contre, ce que votre œil est capable de capter, ça ressemble plutôt à ça. Et une preuve de ce que je dis est vrai, c'est que pour lire, on ne peut pas juste laisser le regard fixe. Il faut suivre les lignes une par une. Et ça, c'est parce que juste le centre de l'image a assez de côté pour pouvoir détecter les mots qu'on doit lire. Et ça, c'est vrai tout le temps. Dans n'importe quel scène qu'on regarde, la réalité, c'est que ce qui est projeté de la rétine, il est juste net au centre de l'image. Et pour que le cerveau puisse faire une image complète, ce que le cerveau va faire, c'est qu'on va promener nos yeux d'un endroit à l'autre de la scène pour s'assurer que l'information est correcte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que durant le temps que le yeux se déplace d'un endroit à l'autre, on ne voit pas l'image se déplacer parce que la communication entre l'œil et le cerveau est littéralement fermée. Donc, nous sommes aveugles durant le temps de voyage. Ça fait que typiquement, nous sommes aveugles à peu près 10% du temps parce que les yeux se promènent durant la scène pour que l'image complète soit raisonnable. Donc, pour finir avec cette partie-là, si on regarde encore la structure de la rétine, il y a un endroit où les neurones du cerveau doivent sortir de l'œil pour communiquer avec le cerveau. Et dans cette partie de l'œil, il n'y a pas de cellules qui sont capables de capter la lumière. Ça fait qu'il y a un endroit littéralement aveugle dans la scène. Donc, même si nous fermons un œil, on ne perçoit pas qu'il y a un vrai point aveugle, pas comme celle des autos, que le cerveau va compenser à chaque fois pour nous faire oublier qu'il y a un problème là-dedans et on devine la scène au complet. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on comprend la structure cellulaire de la rétine. Ramón y Cajal, au début du XXe siècle, c'est la première personne qui a décrit comme il faut les différentes couches cellulaires qu'il y a dans la rétine, des neurones jusqu'aux cellules qui captent la lumière. Et aujourd'hui, quand on regarde dans un microscope plus moderne la rétine, on voit une structure qui est vraisemblablement la même, mais on la comprend juste mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour que la lumière arrive aux cellules qui peuvent capter la lumière, ils doivent traverser plusieurs couches neuronales pour arriver là. C'est un peu comme si dans votre caméra, vous avez fait le capteur CCD, vous avez mis du câblage par-dessus le détecteur et après projeter les objets. Donc, l'œil humain a un vrai problème de génie. Le designer de l'œil ne comprenait pas vraiment comment est-ce que l'optique marche. Donc, il y a deux types cellulaires dans la rétine pour capter la lumière. Il y a des bâtonnets et il y a des cônes. Et moi, je suis désolé, je suis pas capable de différencier la prononciation des cônes et cônes. Donc, on va les appeler tous cônes. Et les cônes sont les cellules qui sont spécialisées pour la vision du jour et pour différencier la couleur. Et les bâtonnets, c'est un autre système séparé qui nous permet de voir quand il fait noir et il n'y a pas assez de lumière. Pour comprendre comment est-ce que le processus marche, il faut aller au niveau microscopique pour aller regarder des petites molécules qui sont dans la membrane de ces cellules-là. Et ces cellules, quand ils absorbent une particule de lumière, ils vont changer leur forme. Et ce changement de forme va déclencher une série de réactions chimiques complexes que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui finit par charger électriquement la cellule. Donc, encore une fois, le système est difficile, mais il y a une molécule qui, une fois absorbe la lumière, change sa forme et finit par allumer une batterie qui va charger électriquement la cellule qui absorbe la lumière. Donc, à la fin, c'est ce que nous avons, c'est quelque chose assez similaire à le capteur de votre caméra au téléphone. Nous avons plusieurs pixels, chacun spécialisé pour une couleur. Et quand la lumière arrive, cette cellule va se charger électriquement et la neurone qui est par-dessous, avec ses doigts, va sentir la charge électrique de chaque cellule. Et ça, c'est là l'information qui va être envoyée au cerveau pour traiter l'image.
Donc, les cônes, comme j'avais dit, c'est des cellules spécialisées pour différencier la couleur. Et donc, la première question qui pour moi est un peu mystérieuse, c'est quoi la couleur? Et donc, nous savons tous que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde particulière de la lumière. Et donc, quand on pense à une pomme qui est rouge, ce que ça veut dire, c'est que quand on illumine la pomme, les longueurs d'onde rouges sont reflétées dans la pomme puis arrivent à nos yeux, tandis que les bleus ou les jaunes ou les verts sont absorbés. C'est pour ça qu'on la voit jaune, qu'on la voit rouge. Si on pense à la feuille de la pomme, là, c'est les longueurs d'onde vertes qui sont reflétées et les rouges vont être absorbés par la feuille. Et donc, normalement, si on illumine la pomme avec la lumière rouge, mais la pomme reste rouge, le rouge est reflété. Mais la feuille absorbe le rouge et devient noir. Si j'illumine la pomme avec la lumière verte, la pomme est noire et la feuille est verte. C'est le vert qui est reflété et c'est comme ça que je perçois la couleur. Donc, n'importe quel produit électronique, cette télé que vous êtes en train de regarder ou votre téléphone, compose les milieux de couleurs en mélangeant un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu. Et on construit les appareils pour faire ce mélange d'une façon efficace. Dans l'œil, il y a quelque chose de similaire. On a des cellules qui détectent surtout le rouge, surtout le vert et surtout le bleu. Mais c'est pas parfait. Donc, quand on illumine avec le vert, les cônes rouges vont détecter un peu de lumière aussi et un peu le bleu. Le cône bleu va détecter un peu le rouge. Donc, il y a un mélange qui fait que les signaux sont un peu bruités et qu'il faut faire la mathématique pour séparer les couleurs. Donc, dans l'œil, avant d'arriver au cerveau, il y a de la mathématique qui se fait. L'information qui va être envoyée, c'est l'addition de toutes les couleurs, les produits rouge fois vert moins bleu et rouge moins vert. Et ces trois nouveaux signaux, c'est qui est envoyé au cerveau pour différencier la couleur, pas comme dans une caméra. Durant la nuit, on n'a qu'un système cellulaire pour regarder. Ça s'appelle les bâtonnets. Il n'y en a pas trois types. Il n'y a qu'un seul type de bâtonnet. Ça fait que c'est impossible durant la nuit de voir les couleurs. Si vous voyez que la pomme est rouge, c'est parce que vous vous rappelez que la pomme est rouge, parce que votre cerveau se rappelle de ça, mais il n'y a pas une façon physiologique de détecter la couleur durant la nuit. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'on comprend assez bien d'un point de vue physique comment est-ce que la lumière fonctionne. On comprend la physiologie de l'œil et beaucoup du cerveau. Pour la partie perceptuelle, qu'est-ce que la sensation du rouge? Ça, c'est un peu mystérieux. Ça se ressemble un peu qu'est-ce que le goût de la vanille. Donc, on manque même le mot aujourd'hui en sciences pour essayer d'écrire l'étape qui suit. Mais pour tout ce qui est le développement de traitement et comprendre le système visuel, ici à Rosemont, nous avons en fait l'équipe de recherche le plus large du pays, qui sont très forts, qui est composée de médecins et des scientifiques qui travaillent tous au centre de recherche à l'hôpital. On couvre large, on va des petites molécules aux cellules, au système oculaire, on développe des biomatériaux, on développe de l'appareillage. Nous travaillons beaucoup avec les patients et même nous avons des études avec les astronautes de la NASA. Donc, je voudrais remercier votre attention, beaucoup les sources de financement qui supportent tout notre travail et bon appétit.